Bonjour, j'entame ce mardi 18 mai 2021 la dernière séance du cours de philosophie de cette université du temps libre de Tarbes et de Bigorre pour donc l'année en cours. Je donnerai quelques précisions à la fin de cette séance, dont je ne sais pas encore si elle nous prendra les 2 fois 3/4 d'heure habituels ou si elle tiendra sur une seule séquence de 45 minutes. Je donnerai quelques précisions à la fin sur ce qui est envisagé pour l'année prochaine. Pour le moment, j'en ai terminé avec l'exposition du système cosmologique d'Aristote et je voudrais, pour terminer, disons, donner quelques indications sur ce qu'a été le destin de cette doctrine et plus généralement de la science astronomique et de la cosmologie dans le monde européen après l'Antiquité grecque à laquelle je me suis jusqu'à présent principalement intéressé, encore que bien sûr de façon très partielle. Alors, ce sera le dernier point en forme de conclusion, mais vous pouvez le numéroter 4.3.4.8 ou bien conclusion générale. Et je traiterai, c'est le titre que je donnerai à cette ultime section, de la domination de l'aristotélisme dans la culture occidentale jusqu'à la Renaissance. Alors, je viens de parler dans mon intitulé de domination de l'aristotélisme dans la culture occidentale. Il ne faut pas s'imaginer que cette domination ait été, contrairement d'ailleurs à ce qu'on lit et à ce qu'on entend un peu trop souvent, que cette domination ait été sans partage, continue, ininterrompue et, comme qui dirait, totalitaire. Ça n'a pas du tout été le cas, il s'en est fallu de beaucoup. Maintenant, il reste que Aristote a légué à l'Occident une représentation de la nature, du cosmos, mais aussi de l'humain, donc de la culture, une représentation qui perdurera jusqu'à la Renaissance et qui perdurera de telle façon qu'elle exerce sur notre monde intellectuel, sur la vie intellectuelle du monde occidental, une influence qui n'est pas du tout, comme on l'entend là encore un peu trop souvent, stérilisante ou paralysante. On a beaucoup raillé, on s'est beaucoup gaussé, notamment dans les pièces de Molière, de la scolastique, et sans doute on a eu bien raison à de multiples égards. Il reste que l'aristotélisme a été, et plus généralement d'ailleurs, le cadre général de la pensée grecque, a été un moteur, une impulsion considérable de développement et de progrès intellectuel dans le monde occidental. Alors, comme je le disais, il ne faut pas imaginer que Aristote ait régné de manière absolue et continue durant toute la période médiévale. D'abord parce que lorsque la période faste de la science antique s'achève, c'est-à-dire aux alentours du IIe siècle, à la fin du IIe siècle de notre ère, les penseurs grecs sont déjà, dans une bonne mesure, largement oubliés. La tradition qui va survivre le plus vigoureusement et le plus longtemps, c'est la tradition platonicienne, dans un courant de pensée qui va être beaucoup plus d'ailleurs qu'une simple continuation de la philosophie de Platon, mais qui va être un renouvellement considérable de la pensée, toujours dans l'héritage de Platon bien sûr, mais avec de formidables, on va dire, propositions philosophiques dans le cadre de ce qu'on a appelé le néoplatonisme, qui va subsister dans l'Occident européen jusque vers le VIe siècle, au moment où l'empereur Justinien décidera de fermer les écoles païennes. Alors, jusqu'aux invasions barbares, l'Europe va vivre sous domination romaine. Or, les Romains, évidemment, un peuple, une civilisation, une culture extraordinairement importante, productrice et féconde, n'ont quand même jamais été de très grands théoriciens. Ce qui veut dire que
ils ne vont pas véritablement apporter de contributions particulièrement significatives ni à, je dirais, à la philosophie la plus théorique, ni à l'astronomie et à la cosmologie. Ensuite, vous le savez, l'activité intellectuelle, après les invasions barbares, va se réfugier, et même avant, à Alexandrie, bien avant la fin des invasions barbares. L'activité intellectuelle va se réfugier à Alexandrie et dans l'Empire byzantin et enfin en terre d'islam. Alors, quelques mots sur l'islam, mais de façon extrêmement rapide et extrêmement schématique. L'évaluation de la contribution de l'islam à, on va dire, la science occidentale est l'objet depuis longtemps de débats historiques assez interminables, et interminables souvent parce que surdéterminés par des enjeux évidemment politico-religieux liés au rapport historique du monde occidental, notamment sous l'espèce de la colonisation, avec le monde musulman. De fait, entre les 6e, même 7e, on va dire, et 9e siècles de notre ère, il y a eu des contacts extrêmement nombreux, non seulement entre le monde musulman et le monde, on va dire, de l'Europe occidentale, mais aussi du monde musulman, avec bien d'autres contrées autour de ce centre, notamment en Afrique et même jusque en Orient assez éloigné. Le calife de Bagdad, Al-Mamoun, de 813 à 833, était féru d'astronomie. Il avait fait construire un observatoire permanent. Et à partir des 10e, 11e siècles, on commence à traduire de façon très intensive les textes de l'Antiquité grecque, surtout dans le monde musulman. On traduit bien sûr en arabe, et ces traductions seront accompagnées de commentaires, de discussions, de débats extrêmement intenses dans toute la culture de l'islam. C'est notamment en Espagne, à l'endroit où les contacts entre musulmans, juifs et chrétiens sont les plus intenses, que ces débats théoriques, donc philosophiques, scientifiques, et à l'époque, je le répète, les choses ne sont pas encore distinctes, que ces débats vont être les plus intenses et les plus productifs. Alors, il est probable quand même que l'apport scientifique réellement, disons, novateur des penseurs musulmans n'a pas été absolument décisif, c'est-à-dire n'a pas introduit, on devrait dire, de révolution considérable dans les conceptions astronomiques, dans les conceptions scientifiques relatives à l'astronomie et à la cosmologie. Les recherches, en revanche, ont été très intenses. Elles ont porté notamment sur les observations et ont débouché sur des données d'une beaucoup plus grande précision que tout ce dont avait bénéficié l'Antiquité. Et ces données ont non seulement été enrichies, complétées, précisées, mais elles ont aussi été systématisées pour des raisons qui relevaient de nécessités sociales, en particulier d'impératifs religieux. Les heures des prières, par exemple, la direction de la Mecque, la détermination de la date des fêtes religieuses et notamment la détermination du Ramadan. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une activité absolument décisive, cruciale de traduction. Néanmoins, la contribution du monde musulman à la traduction et à la transmission, au retour vers l'Occident des textes grecs, reste aujourd'hui controversée. On en a eu des témoignages assez récemment avec des controverses où d'ailleurs tous les spécialistes ne se sont pas illustrés de la manière la plus, on va dire, la plus brillante. Mais je passe sur des questions d'ailleurs dont je ne suis pas du tout spécialiste. Ce qui est tout aussi certain également, c'est qu'on a depuis longtemps abandonné l'idée d'un Moyen-Âge qui ne serait intellectuellement, philosophiquement, scientifiquement qu'une longue période de nuit obscure. Durant ce qu'on appelle le Moyen-Âge, depuis la fin des invasions barbares, la chute de l'Empire romain jusqu'à la Renaissance, se sont accomplis en Europe
en terre chrétienne, des travaux extrêmement nombreux, extrêmement approfondis, extrêmement intenses et, je dirais, d'une très grande subtilité dans les domaines, dans tous les domaines de la théorie. Il reste néanmoins qu'en effet, à partir du 7e siècle de notre ère, une fois achevées donc les invasions barbares, à partir du 7e siècle de notre ère, s'est accomplie néanmoins une très grande régression, c'est-à-dire que des connaissances, des savoirs qui avaient cours en terre européenne jusque-là ont été dans une large mesure oubliés, en particulier des questions astronomiques, des problèmes astronomiques qui n'étaient plus des difficultés pour qui n'étaient plus des difficultés pour qui n'étaient plus des difficultés pour les Européens, se sont révélés être tout d'un coup des problèmes apparemment insurmontables. Par exemple, le problème des antipodes. Les Grecs auraient rigolé si vous leur aviez posé la question de savoir comment faisaient les habitants des antipodes pour vivre la tête en bas, puisqu'ils savaient très bien qu'ils ne vivaient pas la tête en bas. En revanche, il est arrivé au moment où l'on commençait en Europe à s'aventurer sur les mers, en espérant rencontrer des destinations lointaines et éventuellement les conquérir. Il est arrivé en Europe qu'on dise à des navigateurs qu'il ferait bien de ne pas descendre trop loin dans l'hémisphère sud, sous peine de ne jamais trouver de vent suffisamment puissant pour leur permettre de remonter de l'hémisphère sud vers le nord. Ce qui veut dire que s'était réintroduite l'idée que la Terre possédait un haut et un bas. Ces gens-là, ceux qui disaient ça, ceux qui menaçaient donc les navigateurs de ne pas trouver de vent suffisamment puissant pour les faire remonter du sud vers le nord, étaient presque aussi bêtes que les dirigeants de nos régions situées au nord de la France, qui n'ont rien trouvé de mieux que de baptiser la région qui s'appelait autrefois Nord-Pas-de-Calais, que de la rebaptiser Hauts-de-France, ce qui est une stupidité sans nom, car il n'y a rien dans la région située aux alentours de grandes villes comme Lille, par exemple, il n'y a rien qui puisse être caractérisé comme haut. Alors, vous allez me dire, ah, mais il y a des Hauts-de-Seine. Oui, les Hauts-de-Seine, ce sont des hauteurs qui dominent la Seine. Et là, il y a vraiment des hauteurs et de vrais reliefs par rapport à la hauteur à laquelle, l'altitude à laquelle coule la Seine. Il y a en effet une Haute-Saône et une Haute-Loire, et ça veut dire le cours antérieur, le cours amont de la Saône ou de la Loire, qui est effectivement plus haut que le cours aval, sinon ces fleuves ne descendraient pas le long de leur lit. Voilà. Mais il faut que nous ayons un personnel politique à ce point inculte, à ce point stupide, qu'il ait eu l'idée de baptiser cette région qui est située dans le nord de la France haut, alors que si vous renversiez la carte de France, que vous la mettiez cul par-dessus tête, la tête en bas, eh bien, elle ne serait ni plus ni moins vraie que la carte de France telle que nous avons l'habitude de la voir. Il faut quand même se fourrer ça dans le crâne, mais apparemment, l'instruction en est à ce point dans notre beau pays que certains n'en sont même pas capables. Bon, passons sur ce point bien triste. Alors, oui, il ne faut pas croire, disais-je, que Aristote, d'une part, a régné sans partage sur toute la culture occidentale durant le Moyen-Âge, d'autre part, que son influence a été principalement négative, stérilisatrice et paralysante pour les progrès scientifiques, avant qu'enfin la Renaissance et surtout l'âge classique, avec la révolution scientifique, ne fasse voler en éclats cet obstacle, ne fasse sauter le verrou et permette au savoir de reprendre le cours du progrès qui s'était arrêté à la fin de l'Antiquité. Ce n'est pas du tout ça. Là, ce qu'on appelle la scolastique, qui est donc la tradition tardive, en Occident tardive, hein, parce que assez longtemps, l'enseignement d'Aristote a même été frappé d'interdiction dans le monde chrétien occidental. Et le grand texte astronomique sur lequel vivait l'Occident européen n'était pas le traité du ciel d'Aristote, c'était le Timée de Platon. Donc, ce qu'on appelle la scolastique a été au contraire d'être simplement un obstacle, un verrou
paralysant pour le progrès scientifique, ce qu'on appelle la scolastique, a été le cadre d'un développement extrêmement consistant et extrêmement novateur en Occident. Alors, comment se fait-il que l'aristotélisme ait joui d'un tel prestige, d'une telle, je dirais, omniprésence et d'une telle puissance dans le monde culturel européen? Alors, cela est dû à plusieurs facteurs qui sont la cause et non pas l'effet du statut d'autorité indiscutable dont a joui durant des siècles celui qu'on appelait tout simplement le philosophe. Aristote, ça a été pendant très longtemps en Europe le philosophe. Mais le fait que l'aristotélisme ait perduré aussi longtemps, ait occupé une telle place dans le monde occidental, ce n'est pas l'effet de l'autorité d'Aristote, c'est l'inverse. L'autorité d'Aristote est due à un certain nombre de facteurs qui ont permis à l'aristotélisme d'exercer cette fonction hégémonique sur nos représentations culturelles. Alors pourquoi en a-t-il été capable et quels étaient ces facteurs? D'abord, le modèle d'Aristote, le modèle cosmologique, le modèle astronomique, le modèle physique, le modèle anthropologique est absolument exhaustif. C'est-à-dire que des astres les plus éloignés aux plus petites créatures observables dans le monde sublunaire, de l'inerte au vivant, de l'humain à ce qui en est le plus éloigné, il n'est pas un être dans le modèle d'Aristote qui ne trouve sa place, son statut au sein d'une totalité rationnelle. Ce modèle est d'abord exhaustif. Ensuite, il est d'une très grande cohérence. Il est d'une très grande cohérence au sens où chaque élément trouve dans le tout une place telle qu'elle le relie, tel qu'il soit relié, cet élément, à tous les autres éléments de ce tout et à la structure globale du tout. Ce tout est cohérent et il présente l'avantage insigne de pouvoir faire l'objet d'un enseignement systématique. Il peut être mis en système, il peut donc être mis dans des manuels, il peut servir de base à un enseignement qui peut reposer sur des principes simples et assez faciles à comprendre et à exposer, même si, bien sûr, certains des concepts aristotéliciens, et vous en êtes peut-être aperçus puisque j'en ai exposé quelques-uns, même si certains de ces concepts aristotéliciens, comme ceux par exemple de puissance et d'acte ou de matière et de forme, revêtent un caractère indéniable d'abstraction et même quelquefois d'abstraction assez élevée. Qui plus est, dans ce grand ensemble systématique que constitue le modèle aristotélicien du cosmos, l'homme a une place parfaitement déterminée. Une place au sein de laquelle son existence, sa vie peut prendre une signification. Alors, une signification qui n'est pas du tout du même ordre, ni de la même teneur, et sans doute une signification, je dirais, moins puissante que celle que conférera à notre existence humaine sur la Terre le modèle chrétien, mais tout de même une signification et une place intelligible. Alors, il y a un autre facteur, c'est que les principes fondamentaux du cosmos aristotélicien ont le mérite d'être validés par notre intuition immédiate. Une Terre située au centre de l'univers, qui attire vers elle tous les corps pesants et qui se trouve au milieu d'une sphère sur laquelle sont fixés les astres, c'est exactement le spectacle que nous offre le monde. Et puisque les astronomes, au prix d'efforts assez considérables, au prix d'un appareillage théorique mathématique assez complexe, ont réussi à rendre compte des phénomènes, à sauver les phénomènes que présentaient ces astres, eh bien, il était naturel aussi bien pour ceux qui en savaient le moins que pour ceux qui en connaissaient le plus de souscrire à ce modèle d'univers. Et j'ajouterais que les principes de la physique d'Aristote sont à ce point cohérents avec nos intuitions les plus naturelles que si vous creusez un peu la manière dont beaucoup de nos contemporains se représentent le monde physique, vous vous apercevrez que plus de, on va dire, environ 400 ans
après Aristote et un peu plus de 300 après Newton, eh bien, ils sont encore largement aristotéliciens, nos contemporains. Je vais même vous poser simplement une petite question pour que vous preniez la température de votre aristotélisme, pour que vous mesuriez le degré de votre aristotélisme. Posez-vous cette question. Vous êtes sur une moto qui roule à, je ne sais pas, 120, 150 km/h. Nous négligeons le vent, nous négligeons même le fait qu'il y a de l'air, parce que la résistance de l'air provoque en effet des effets physiques qui vont, disons, modifier le résultat de l'expérience. Mais faisons cette expérience de pensée. Vous êtes sur une moto, vous êtes passager. La moto est conduite par le pilote, vous êtes à l'arrière du siège et vous avez entre les mains, par exemple, je ne sais pas moi, une balle de tennis. Je répète, nous négligeons tout autre facteur que la vitesse de la moto. Nous supposons qu'elle se déplace dans le vide. Vous jetez très fort verticalement au-dessus de vous la balle de tennis. Demandez-vous ce qu'intuitivement vous répondez à la question, où cette balle de tennis va-t-elle retomber? Eh bien, selon que vous répondez que cette balle de tennis va retomber loin derrière la moto, pour la simple raison que pendant qu'elle était en l'air, la moto aura parcouru à grande vitesse un certain nombre de mètres et même de dizaines de mètres, selon que vous répondrez que la balle de tennis retombe loin derrière vous, ou que vous répondrez que cette balle de tennis retombe dans la main d'où vous l'avez lancée verticalement. Eh bien, dans le premier cas, vous êtes aristotélicien. Dans le deuxième, vous êtes galiléen. Du reste, il y a un moyen simple de vous montrer que c'est bien Galilée qui a raison, c'est que vous savez, même si vous ne pourriez pas le faire, et même si vous ne l'avez jamais vu faire, vous savez que dans un TGV qui roule à 350 km/h, quelqu'un peut jongler, par exemple. Or, si c'était la première réponse qui était la bonne concernant la question de la moto, on ne pourrait pas jongler dans un train qui roule 3 ou 4 fois plus vite que la moto en question. Alors, cela signifie, et on pourrait le montrer par une multitude d'autres expériences de pensée, que nos représentations du monde physique et du mouvement en particulier sont encore assez largement, je dirais, calquées sur des intuitions fondamentales, des intuitions naturelles qui sont celles qui habitent, qui structurent la physique d'Aristote. Et donc, nous avons là une des clés du succès et de la longévité de cette physique. Mais aucun des facteurs que je viens de mentionner n'aurait suffi à imposer la puissance de l'aristotélisme dans le monde occidental si un penseur, un philosophe, un théoricien, un théologien de première force ne s'était emparé de cette philosophie pour réaliser la synthèse qui était indispensable à la possibilité qu'elle perdure aussi longtemps jusqu'à la Renaissance. Ce penseur, c'est Thomas d'Aquin. C'est Thomas d'Aquin qui a vécu au XIIIe siècle et qui est devenu, vous le savez sans doute, l'une des figures philosophiques et théologiques majeures de l'Église catholique romaine, sans en avoir jamais été, contrairement à ce qu'on raconte assez souvent, le philosophe officiel. Thomas d'Aquin n'est pas le philosophe officiel de l'Église catholique. Mais enfin, il est vrai qu'il n'est pas loin, dans l'esprit de beaucoup, de posséder ce statut. Alors, il n'allait pas du tout de soi. Pour le christianisme, il n'allait pas du tout de soi d'opérer la synthèse avec la philosophie d'Aristote. Alors, pour quelle raison? D'abord parce qu'il y a eu dans l'univers chrétien en Europe plusieurs moments, plusieurs phases, plusieurs étapes d'hostilité avérée à l'égard de la science. Ça n'est pas du tout une attitude continue et ininterrompue. On peut dire que l'Europe a vécu sous le règne de ce qu'on appelait la chrétienté, c'est-à-dire la fusion de la religion chrétienne et de la société, à peu près du IVe au XVIIe siècle de notre ère. Eh bien, il y a eu plusieurs moments. Jusque vers l'an 1000, on peut dire que l'Église a été plutôt hostile à la science
et qu'elle le redeviendra assez largement à partir des années 1600. Entre les deux, à partir du moment où, on va dire, la position du christianisme a été en Occident assurée de façon suffisamment solide, eh bien, l'Église a plutôt joué le facteur disons, le rôle d'un facteur de développement de la science et non pas de répression. Cela dit, il y a une réalité, je dirais, de l'esprit antiscientifique dans le christianisme une réalité qu'atteste par exemple ce passage de saint Augustin qui a vécu de 354 à 430, donc 4e, 5e siècle de notre ère, et qui, dans un ouvrage intitulé Enchiridion, en grec, Enchiridion, qui est aussi le titre d'un livre d'Épictète, le philosophe stoïcien. Enchiridion, ça veut dire le manuel, étymologiquement, ce qu'on peut tenir dans la main, un livre qu'on peut tenir dans la main. Mais ça veut dire aussi Enchiridion, le poignard avec lequel qu'on tient dans son poing, avec lequel on transperce les adversaires, les ennemis. Eh bien, saint Augustin, dans Enchiridion, écrit ceci. Ainsi, quand la question nous est posée de savoir ce que nous croyons en matière de religion, il n'est pas nécessaire de sonder la nature des choses, comme l'ont fait ceux que les Grecs appellent les physiciens. Nous ne devons pas non plus craindre que le chrétien soit ignorant de la force et du nombre des éléments. Le mouvement, l'ordre, les éclipses des corps célestes, de la forme du ciel, des espèces et de la nature des animaux, des plantes, des pierres, des fontaines, des rivières, des montagnes, de la chronologie et des distances, des signes de l'approche de l'orage, ou de mille autres choses que ces philosophes ont découvertes ou croient avoir découvertes. Il est suffisant pour le chrétien de croire que la seule cause de toutes les choses créées, célestes ou terrestres, visibles ou invisibles, est la bonté du Créateur, le seul vrai Dieu, et que rien n'existe sauf lui qui ne tire son existence de lui. Dernière phrase curieuse d'ailleurs, parce que rien n'existe sauf lui qui ne tire son existence de lui. Dieu aussi tire son existence de lui, puisqu'il est bien, après tout, cause de soi traditionnellement dans la théologie. Mais je laisse ce point de théologie de côté. Alors, donc, je disais, une attitude fluctuante de l'Église chrétienne à l'endroit de la connaissance du savoir scientifique. Il reste qu'au moment où vit saint Thomas d'Aquin, donc au XIIIe siècle, il a vécu de 1225 à 1274, au moment où vit Thomas d'Aquin, je l'avais dit, la situation de l'Église chrétienne est largement assurée au point qu'il devient tout à fait possible pour elle de cohabiter avec la science et même de collaborer avec la science. Alors, il y avait au mariage de la philosophie païenne d'Aristote notamment et du christianisme des obstacles apparemment presque insurmontables. Par exemple, le monde d'Aristote n'est pas créé. Le monde d'Aristote est éternel, ou plutôt il est sempiternel, il est sans commencement et il est sans fin. Il n'a pas de début dans le temps et il n'aura pas de cessation dans le temps. Ce monde d'Aristote donc n'est aucunement créé. Le Dieu dont parle Aristote, s'il a quelque chose de commun avec le Dieu du christianisme, c'est d'être unique, mais il lui manque, on l'a vu, d'être personnel, d'être créateur, d'être providentiel. Or, un Dieu qui n'a aucun de ces trois caractères, aucun de ces trois attributs, est un Dieu qui ne ressemble en rien au Dieu qu'on adore dans les églises et dans les cathédrales. Alors, la Terre, dans l'univers d'Aristote, est au centre. L'homme est sur la Terre. Mais pour Aristote, ce n'est pas du tout une position privilégiée. La centralité de la Terre et par conséquent de l'humanité dans l'univers ne lui accorde, ne lui confère aucune espèce de privilège. Au contraire, le bas, c'est la partie, je dirais, la moins noble de l'univers. Ici-bas, c'est le monde sublunaire où tout va un peu n'importe comment. La perfection, elle est dans la perfection est dans les cieux. Ensuite,
s'il est vrai que dans le monde sublunaire, l'homme a été doté par la nature d'une position spécialement éminente, cette position n'est pas telle qu'elle lui confère une nature égale à celle que lui accordera le christianisme. Parce que dans la philosophie d'Aristote, l'homme a une âme. Mais qu'est-ce que c'est que cette âme? Cette âme, c'est la forme du corps, au sens où c'en est la cause formelle. C'est-à-dire que c'est le principe de vie. Alors, c'est un principe de vie que l'homme partage avec les végétaux, avec les animaux, et auquel il ajoute quelque chose dont ni les végétaux ni les animaux ne sont pourvus, qui est une part, on va dire, intellective. Il a une âme intellective, ce qui n'est pas une âme de plus, mais ce qui est, si vous voulez, une dimension supplémentaire de l'âme. Mais cette âme intellective, il faut chercher vraiment de très près, il faut pêcher très fin dans la philosophie d'Aristote pour aller y tirer la promesse de son immortalité. On l'a fait et on y a réussi, parce que quand vous voulez trouver quelque chose, vous le trouvez. Et je ne dis pas qu'il n'y avait rien chez Aristote qui puisse justifier qu'on lise dans son œuvre quelque chose comme les prémices d'une âme immortelle. Il n'empêche que cela nécessite tout de même une extrapolation qui, sans être en contradiction absolue, est en rupture avec le principe général de ce qu'est une âme aristotélicienne, à savoir la forme d'un corps destiné par conséquent à disparaître avec ce corps. Alors, quant au divin aristotélicien, quant au divin chez Aristote, il est toujours possible, en effet, de le percher là-haut, au royaume des astres, de faire loger dans les astres ou au-delà des astres, par exemple, les élus, ceux qui bénéficieront de la béatitude au paradis. Mais, en revanche, les monothéismes, que ce soit le christianisme, voilà, le judaïsme, le christianisme ou l'islam, n'avaient aucunement vocation à diviniser les astres, comme le fait Aristote, qui leur accorde quelque chose comme une part de la divinité qui est l'apanage, le privilège du premier moteur immobile. Et surtout ce premier moteur, je le répète, qui attire à lui tout le mouvement du monde sur le mode téléologique, ce premier moteur n'a aucune fonction de création. Enfin, le dispositif général de l'univers d'Aristote non seulement n'a pas de commencement, il ne peut pas avoir été créé, il n'aura pas de fin, mais il n'est surtout susceptible d'aucun devenir. Aucune histoire ne peut prendre place dans ce schéma. Or, toute, je dirais, la philosophie du christianisme tient dans cette possibilité de raconter une histoire de la création. Il y a un récit dont les grandes étapes sont, vous le savez bien, la création elle-même, ensuite le péché originel, ensuite l'incarnation, la passion du Christ, le rachat des péchés, puis, alors ça c'est pour l'avenir, le retour du Christ sur la terre, le jugement dernier, les damnés précipités définitivement dans l'enfer et les élus jouissant définitivement et pour l'éternité de la vie éternelle, de la béatitude au paradis. Là, vous avez une histoire universelle de la création qui est absolument incompatible avec le schéma de l'aristotélisme. Voilà, donc ce cadre va pourtant tenir, je veux dire, l'encadrement de la philosophie d'Aristote dans la théologie chrétienne, ou l'inverse, si l'on veut. Enfin, ça va tenir grâce au génie de Thomas d'Aquin, auteur d'une œuvre absolument colossale, immense, qui couvre, comme celle d'Aristote d'ailleurs, tous les domaines et de manière plus détaillée, plus approfondie encore et mieux connue que celle d'Aristote, et qui mérite vraiment d'être fréquentée, même si quand vous lisez l'œuvre de Thomas d'Aquin en de multiples endroits, vous avez l'impression d'être finalement, par rapport à aujourd'hui, dans un monde qui est encore plus exotique, encore plus dépaysant que celui d'Aristote lui-même, principalement en raison de son contenu théologique. Il est évident que
rien dans l'univers d'Aristote ne correspond à nos yeux de contemporains aujourd'hui du XXIe siècle, rien dans l'univers d'Aristote, si vous voulez, de l'équivalent en matière de pouvoir de dépaysement de ce qu'est par exemple l'angélologie thomiste, toute la théorie des anges que développe le thomisme dans le cadre de la théologie chrétienne. Ce monde aristotélicien, ce monde chrétien et aristotélicien, conjointement, va servir de cadre donc à la pensée, mais pas seulement à la théorie, pas seulement à la philosophie, à la théologie ou à la science occidentale, jusqu'à la Renaissance, mais aussi à l'art et à la littérature. Bien entendu, il faut par exemple lire la Divine Comédie de Dante, qui est entièrement, je dirais, coulée dans ce cadre aristotélico-thomiste, aristotélico-chrétien. Notre science moderne, qui apparaît avec Copernic, avec Galilée, et qui va se prolonger avec Newton, puis évidemment toute la physique ultérieure, notamment contemporaine, de la relativité et de la mécanique quantique, toute cette physique moderne, elle a une unité, car il y a une unité de Galilée à Einstein, à Max Planck, à Heisenberg et tous les autres. Elle a une unité qui est en rupture globale totale avec la physique d'Aristote, avec la cosmologie d'Aristote. Il y a là une rupture, ça veut dire que la science physique commence véritablement avec Galilée et l'astronomie moderne commence véritablement avec Copernic. S'opère là une rupture qui a pour nom révolution scientifique de l'âge classique. Elle se produit pour l'essentiel au XVIe siècle, XVIIe siècle. Et à partir de là, les choses se développeront dans une logique de continuité qui n'existe pas entre l'aristotélisme et la science moderne. C'est ce qu'on appelle quelquefois dans le vocabulaire, par exemple, de quelqu'un comme Gaston Bachelard, une coupure épistémologique, une rupture épistémologique. Il y a vraiment une inauguration de la science, exactement comme la biologie va commencer au XIXe siècle, la biologie scientifique, avec la théorie cellulaire au milieu du XIXe siècle et la théorie darwinienne de l'évolution. Ce qui ne veut pas dire qu'Aristote ou que ceux qui avaient fait de la physique ou de la biologie dans l'Antiquité n'avaient pas fait de la vraie physique et de la vraie biologie. Ils faisaient de la vraie physique et de la vraie biologie, mais même s'ils ne faisaient, ils ne faisaient pas une physique et une biologie vraie, si vous voulez. Ils étaient authentiquement embarqués dans l'aventure de la science, ça c'est certain, mais la science, je dirais, au sens propre, strict et étroit du terme, il faut bien qu'elle commence à un moment, et ce moment doit être et peut être daté, et il est daté pour la physique, pour la physique en tout cas, pour la mécanique, il est daté du XVIIe siècle. L'astronomie, elle, scientifique, a commencé bien avant, elle a commencé dans l'Antiquité. C'est-à-dire que dès l'Antiquité, nous avons affaire à des théories astronomiques qui sont susceptibles d'être contrôlées, d'être vérifiées, donc d'être réfutées. Voilà, j'en ai terminé là. Alors, donc je m'arrête sur cette exposition de l'aboutissement de l'astronomie et de la cosmologie antique. Alors maintenant se pose la question de l'année prochaine. J'avais la possibilité, bien sûr, de continuer sur ma lancée et d'entreprendre l'exposition de la suite de l'histoire de l'astronomie, en parlant de l'astronomie d'Alexandrie, par exemple Ptolémée, en passant ensuite à la modernité, Copernic, Galilée, Kepler, etc., à Newton. Alors, finalement, j'ai renoncé à le faire. C'est-à-dire que, alors, sauf protestation absolument massive de votre part, je laisserai l'astronomie en plan. Je suis allé beaucoup moins vite que je ne l'espérais. L'esthétique en particulier m'a pris beaucoup de temps. Bon, donc, voilà, je m'arrête ici sur l'astronomie. Mais il y a une autre raison à cela. Il y a une autre raison qui m'a été suggérée par notre secrétaire de l'UTL, et j'en profite pour rendre une nouvelle fois hommage à la qualité, et d'ailleurs je suppose, même si je ne suis pas derrière son dos pour voir la quantité de travail qu'elle abat, mais la qualité et la quantité du travail qu'elle fournit pour nous, en même temps d'ailleurs que je rends hommage au plaisir qu'il y a à travailler avec elle et à collaborer avec elle. Eh bien, c'est Marceline Capestan qui m'a suggéré de tenir compte du fait que l'année universitaire suivante s'annonçait, certes, avec quelques raisons d'être optimiste,
mais aussi s'annonçait de telle façon que nous devons continuer d'être un peu méfiants. Ce qui veut dire que j'ai renoncé à entreprendre pour l'année prochaine le traitement d'un sujet unique destiné à se prolonger sur une année entière ou plus, puisque ce cours d'astronomie nous occupe en fait depuis maintenant 2 années universitaires complètes. Alors, j'ai décidé de reprendre un principe que j'ai suivi pendant 1 an à Théophile Gautier, qui est le principe de varier les sujets au cours de l'année. Mais je ne vais pas le faire en traitant à chaque séance un sujet différent. Je vais entreprendre de traiter un sujet à la rentrée. Ça me prendra le temps que ça me prendra, je ne peux pas encore dire combien, mais quelques séances, voilà, quelques séances seront consacrées. Peut-être par exemple, puisque je reprendrai immédiatement au lendemain des vacances de Toussaint, comme je le fais chaque année, je reprendrai au lendemain des vacances de Toussaint, et bien disons que des vacances de Toussaint jusque peut-être les vacances de Noël, je traiterai d'une question que d'ailleurs j'avais l'intention de mettre dans la rubrique hors programme, mais je ne le fais pas parce que c'est quand même trop long. Je ferai une explication détaillée de la devise républicaine française. Et je me poserai cette question précise, comment penser l'unité de ces 3 notions constitutives de la devise républicaine de la France, liberté, égalité, fraternité. Ce sera donc mon questionnement à partir de la rentrée. Ensuite, je n'ai pas de programme. J'ai bien sûr plein d'idées. D'abord, j'ai des choses en réserve dans le placard de mes 35 années d'enseignement philosophique. Donc, j'ai des choses en réserve. J'ai aussi des sujets que j'aimerais travailler et traiter alors complètement à nouveau frais. Si vous avez des demandes, si vous avez des désirs, comme je l'ai dit en terminant la dernière séance, n'hésitez pas à les formuler. J'y répondrai par l'affirmative ou par la négative. Ça, je ne peux pas vous garantir de donner satisfaction, mais j'examinerai toutes les propositions. Donc, je commencerai par un sujet de philosophie juridique et politique, la devise de la République française. Ensuite, de quoi j'ai d'autres thèmes en réserve. Je ne serai pas en peine de trouver des sujets, même si vous n'avez aucune proposition, mais si vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part. Par ailleurs, j'ai aussi, comme je l'ai dit, un autre motif de ne pas continuer sur l'astronomie qui me demande énormément de travail, c'est que j'ai d'autres fers au feu, puisque je vous l'ai dit peut-être, je ne sais pas si je l'ai dit, mais enfin il y a des gens qui le savent. Bon, je prépare un bouquin pour lequel je vais bientôt commencer à chercher un éditeur et qui traitera de façon aussi systématique que possible, aussi ordonnée que possible et aussi accessible que possible de la notion de nature. Car je suis un peu là, un petit peu fatigué d'entendre cette notion non pas être mise à toutes les sauces, parce que ça, elle est tellement vaste qu'on peut effectivement la mettre à toutes les sauces, ça ne me gêne pas, mais toujours mobiliser, solliciter à différents usages sans que soit jamais précisément indiqué en quel sens on la prend et quel rôle on entend lui faire jouer. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Je suis bien avancé puisque j'ai à peu près réalisé, je ne suis pas quelque chose comme les 2/3, 3/4 du boulot. Je suis à la tête maintenant de pas loin d'1 million de signes, ce qui veut dire en format poche, au bas mot, quelque chose comme 300-400 pages. Je ne sais pas où ça va, mais enfin, je voudrais bien ne pas quand même y passer 10 ans. Et donc, ça m'occupe beaucoup aussi. Alors, voilà les raisons pour lesquelles je fais le choix de ne pas continuer. Mais après tout, il n'est pas exclu non plus que je reprenne un jour sur l'astronomie et que j'entreprenne d'exposer l'histoire de l'astronomie moderne. J'ai bien conscience, en m'arrêtant ici, de laisser les choses un petit peu en plan. Bon, voilà, cela dit, je jouis, je profite de la liberté absolue que m'offre la structure de l'Université du Temps Libre, sans programme, sans examen, sans concours à préparer, ce qui est, par rapport à ce que j'ai connu dans le passé, un grand soulagement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes vacances, je reste disponible par mail, bien sûr, patrick.dupuey, protonmail en un seul mot, protonmail.com, patrick.dupuey,
protonmail.com. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions et aussi éventuellement de toutes vos impressions sur ce qui a été fait ces derniers temps par visioconférence. Parce que s'il s'avérait qu'il faille continuer sur ce mode, et je vous avouerai que ça ne me réjouirait pas plus sans doute que vous, mais s'il s'avérait qu'il faille continuer sur ce mode, je suis preneur de toutes les remarques que vous pouvez faire sur ma façon de procéder quand je suis là devant mon ordinateur, comme je le fais à l'instant. Voilà. Écoutez, bonnes vacances à tous. Merci d'avoir été fidèles pour ceux qui l'ont été. Je pardonne volontiers à ceux qui ne l'ont pas été, car je comprends très bien, étant moi-même aussi concerné par cet aspect des choses, je comprends très bien qu'on ne regarde pas la façon actuelle de procéder à laquelle nous sommes contraints comme équivalente à celle que nous souhaitons tous voir revenir le plus tôt possible. Je vous remercie et je vous dis à plus tard pour ceux qui le souhaitent.